Des amas de branches mortes, une terre retournée rappelle qu'il existait une forêt à cet emplacement. Dans cette zone rasée, en plein cœur du Morvan, j'ai rencontré de farouches défenseurs de la forêt. 500 habitants manifestent pour stopper l'abattage de parcelles entières. On voit les forêts partir et on sait qu'elles ne reviendront pas. Faut 200 ans pour refaire une forêt et en plus on ne sait pas ce qui va se passer au niveau climat, donc est-ce qu'elle pourra se refaire? Le fond du problème, c'est qu'on est quelques-uns à penser que la forêt devrait être un bien commun, quoi, comme l'air et l'eau finalement. Donc peut-être essayer de légiférer sur comment faire pour travailler correctement en forêt, respecter la vie tout simplement. Ces habitants redoutent de voir disparaître cette forêt au centre de la Bourgogne. Le massif du Morvan. Une forêt aux multiples essences. Des chênes, des hêtres, des merisiers. Ces espèces mélangées d'âges différents sont régulièrement rasées au profit d'intérêts privés. 85% de la forêt du Morvan appartient à des particuliers. Ce jour-là, j'accompagne 3 militants sur une parcelle où les arbres ont été rasés. Pour Sylvain Augeron, ingénieur forestier, ces dégâts sont une menace pour la biodiversité des sols. En fait, là, on est sans doute dans le lit du cours d'eau. Et ils sont passés avec les engins ici, on voit très bien. Hein. Il y a une trace de roulat, l'autre trace de roulat. Et ils sont passés tellement qu'ils ont tout décapé. Le sol, normalement, il a fleuri ici. On voit bien, on a encore on a la couche d'humus, on a voilà, la terre un peu noire. Et tout en bas, on a la roche. Vous voyez, on voit la roche. Mais ils ont été creusés tellement profondément, presque 80 cm, que du coup, la roche, elle est à nu. Bah là, on a détruit un sol qui s'était constitué sur des centaines d'années quand on voit ça. Et il va falloir énormément de temps pour le reconstituer, si on y arrive, parce qu'à un moment, c'est très très difficile que la forêt revienne. Dans le Morvan, après ce que l'on appelle une coupe rase, les forêts de feuillus sont le plus souvent remplacées par des résineux, comme l'épicéa ou le Douglas, originaire d'Amérique du Nord. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont planté partout du Douglas, vous voyez. On a du Douglas, voilà, tout est aligné. Ils sont espacés de 2 mètres, encore un Douglas. Et en fait, plutôt que d'avoir une forêt comme à côté qui soit diversifiée, avec du chêne, du hêtre et des arbres qui sont de différentes tailles, de différents étages, qui ne sont pas plantés en randonnion, bah là, tout est aligné. Et on va se retrouver avec, non pas une forêt, c'est pas une forêt, c'est une plantation. On est passé à une logique agricole. Des arbres plantés en ligne comme des champs de maïs. L'épicéa et le Douglas ont transformé le paysage. La forêt du Morvan est désormais peuplée à 50% de résineux. Ces arbres atteignent l'âge adulte 3 fois plus vite que les feuillus et répondent ainsi à une logique économique comme dans l'agriculture intensive. La forêt rapporte en moyenne 1 à 2% par an. C'est un placement sûr. 20 000 propriétaires se partagent le massif du Morvan. Parmi eux, des institutionnels, la Caisse des dépôts, des banques, la Caisse d'épargne, des assurances comme AXA ou encore la Caisse nationale de prévoyance. Harold Blano est l'un des rares propriétaires à avoir accepté d'être filmé. Cet enfant de la région vient de planter des pins Douglas à la place des feuillus d'origine. C'est plus lucratif. Ah, ça, c'est une souche typique d'un peuplement feuillu de médiocre qualité. Cet arbre-là, quand il était debout, vous aviez trois perches.
qui ne devait même pas faire un demi-stère de bois de chauffage. Donc ça veut dire une valeur marchande. La valeur de ce pied-là, c'était 1,5 €, 2 €. Ce qui est médiocre. Alors que les Douglas qui sont là, pour le même âge, ils vont peut-être valoir 50 €. Ces arbres alignés divisent. Pour les défenseurs de la nature, on ne peut plus parler de forêt naturelle. Non, c'est pas une forêt naturelle, non. Mais je ne vois pas le problème. Au bout de quelques années, on ne verra plus l'alignement des arbres. Ça fera de belles futaies de Douglas ou de résineux. Dans les Vosges ou dans les Alpes, ça fait le bonheur des touristes. Je vois pas pourquoi ça ne peut pas le faire ici, quoi. Malgré la jeunesse de ces arbres, la forêt montre déjà des signes de faiblesse et compte des centaines d'arbres morts. Le grand ennemi des arbres aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Depuis 3 ans en France, la moitié des plantations d'épicéas ont été décimées par la sécheresse et un insecte, le scolite. Dans l'est de la France, où l'épidémie a démarré, des agents de l'ONF, l'organisme public en charge de la gestion des forêts, constatent les dégâts. Voilà, là c'est flagrant. Voilà les insectes qui sont dedans, là. Ils sont en train de forer. Le pied de l'arbre, il est recouvert de sciure. Bon là, quand on voit ça, l'espérance de vie, elle est de... Allez, 2 mois, tout cassé. Bon ouais, celui-là, problème réglé. Ouais. Et là, celui-là a été piqué au printemps. Piqué au printemps, celui-là? Donc il a réagi, il a fait des coulées de sève. On voit qu'il a cherché à se défendre. Donc là, on voit des piqûres en fait qui font la taille d'une tête d'épingle, un petit peu partout sur l'arbre. Et en fait, l'insecte, il passe à travers l'écorce et après, il vient pondre entre l'écorce et le bois. Il y a une espèce de pulpe très nutritive en fait pour l'insecte. Et du coup, les larves vont se développer en mangeant toute cette pulpe-là. Sauf qu'en fait, la sève circule dans cette pulpe. Donc, en fait, en quelques semaines, il n'y a plus aucune sève qui circule dans l'arbre. C'est-à-dire que le haut de l'arbre n'est même plus connecté avec le bas. Et c'est pour ça qu'il va mourir très rapidement. Philippe Canal, représentant syndical à l'ONF, dénonce les conséquences de la monoculture dans le Morvan. Vous avez en général qu'une seule essence, donc vous n'avez qu'une seule réponse au problème climatique. Alors que quand vous avez des peuplements avec un mélange d'essences, de chênes, de hêtres, de charmes, eh bien vous avez plusieurs réponses. Une espèce meurt, certains individus, d'autres peuvent survivre. Mais quand vous avez une seule essence du même âge sur des grandes surfaces et que vous avez une attaque d'insectes comme ce qu'il y a sur Épicéa, des attaques de scolites, et bien là, d'un coup, sur des dizaines, des centaines d'hectares, tout est mort. Face aux risques liés aux coupes rases et à la monoculture, que fait l'État? Au mois de juin dernier, à la maison du Parc régional du Morvan, des associations opposées à l'industrialisation de la forêt organisent un débat. On va pouvoir commencer, asseyez-vous. Ils veulent interpeller les pouvoirs publics. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à Saint-Brisson, à la maison du Parc naturel régional du Morvan, qui cette année fête ses 50 ans. Le président du parc prend la parole devant des habitants très remontés contre les pratiques industrielles. Comme Lucienne, militante de la première heure. Là maintenant, les coupe-mains, il doit y avoir une réglementation très claire, parce que ça continue et rien ne change et ça ne va plus, quoi. Voir raser une forêt, ça émeut tout le monde. Voilà. À part quelques forestiers pour qui, c'est dans la logique de la gestion forestière, c'est normal. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit majoritaire dans l'opinion et voilà, on souhaite que ça bouge. Depuis 2 ans, soutenu par une majorité d'élus de la région, le président du parc tente de faire pression sur l'État pour mieux encadrer les pratiques des exploitants. En 2019,
Sylvain Mathieu inscrit dans la charte du parc du Morvan des objectifs comme promouvoir une sylviculture sans coupe rase et proche de la nature. Ce qu'on demandait, c'est que l'État puisse refuser une coupe rase dès lors que l'impact environnemental est jugé trop fort. Ça peut être un impact sur les paysages, un impact sur les sols, un impact sur la biodiversité ou un impact sur la ressource en eau. Or, l'État nous a répondu, alors premièrement, donc, vous n'avez pas à écrire ça dans la charte, on ne pourra pas refuser pour un motif environnemental parce que ça n'est prévu par aucun texte. Enfin voilà, dans la discussion avec l'État, je dirais, il nous fermait toutes les portes. C'était non à toutes nos demandes, et pour nous c'était inacceptable. Dans un premier temps, le président du parc et les élus refusent de plier. Dans ce bras de fer, nous n'étions pas très enclins à réécrire notre charte. Moi, j'estimais qu'on avait la légitimité démocratique, document voté à l'unanimité des élus du territoire, ça veut dire quelque chose. Sauf qu'à un moment donné, l'État nous a dit, mais si vous maintenez cette formulation, vous prenez le risque que nous, État, qu'on ne vous renouvelle pas votre label, votre classement. Ce qui signifie ? Ce qui signifie donc qu'on n'aurait plus le label parc, on ne pourrait plus se prévaloir d'être un parc. Donc la menace, c'était que tant qu'on ne plierait pas, ils ne nous verseraient pas la subvention annuelle de 120 000 €. À la préfecture de Dijon, j'aurais bien aimé rencontrer le préfet qui est accusé d'avoir menacé de couper les subventions. Mais il a été nommé ailleurs. Son successeur ne connaîtrait pas encore bien le dossier. C'est donc le secrétaire général qui est chargé de répondre à mes questions. Est-ce que l'État a menacé le parc de ne pas renouveler son label ? Alors, il n'est pas dans les habitudes de l'État de menacer quiconque, mais non, puisque la charte devait être conforme à un certain nombre de critères. Elle ne l'était pas parce qu'on ne peut pas inscrire dans une charte de parc des dispositions réglementaires qui obligeraient les propriétaires forestiers à demander et à soumettre leur projet de coupe à un avis du parc. Ce n'est pas envisageable, ce n'est pas possible réglementairement. Donc l'État ne pouvait pas autoriser le parc à adopter cette charte. On en a discuté ensemble et le parc a fini par retirer ces dispositions qui empêchaient l'adoption de la charte. Il n'y avait pas trop le choix, sinon l'État lui a enlevé les 120 000 € de subvention. C'était un choix du parc. Entre la protection de l'environnement et les intérêts économiques, l'État a choisi sa priorité. Le bois, d'une manière générale, c'est une économie qui fait vivre le Morvan. Il y a 5 ou 6 000 emplois qui dépendent du bois dans le Morvan. Donc c'est important. Et donc il faut pouvoir assurer la pérennité de ces emplois. Et donc il ne s'agit pas de réglementer de manière autoritaire pour dire vous ferez plus ci, vous ferez plus ça. Merci Monsieur Pierrat. Mais de rien. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était un plaisir, mais... En France, les propriétaires privés possèdent les 3/4 de la forêt. Ils sont 3,5 millions. Pour la plupart, c'est le fruit d'un héritage. Dans la Sarthe, la famille d'Amécourt se transmet le château et la forêt de génération en génération. Antoine d'Amécourt possède aujourd'hui 750 hectares de forêt. Personnage clé du monde forestier, je l'avais rencontré tout au début de mon enquête. Antoine d'Amécourt est président de Fransilva, la fédération des propriétaires privés. Avec ses 41 000 adhérents, il est à la tête du plus gros syndicat du secteur. C'est un lobbyiste très actif. Il faut être réaliste sur le constat, c'est-à-dire que le sujet est quand même grave. Oui, voilà. Toute la journée, il va participer à des rencontres avec des parlementaires et des représentants de la filière bois. À l'ordre du jour, le réchauffement climatique et ses conséquences sur la forêt. Le social, c'est important, l'environnemental, c'est super important, mais il n'empêche que la forêt, s'il n'y a pas d'économie, c'est mort. On fera ni environnement, ni sociétal. C'est l'économie qui est importante, c'est la priorité. Ben oui, puisque l'argent ne tombe pas du ciel. Hein. Si on veut gérer nos forêts, si on veut qu'il y ait de la biodiversité, si on veut qu'il y ait tout ça, il faut que cette filière, la partie économique, on ne la laisse pas tomber, quoi. C'est, à mon avis, très important.
Devant les sénateurs, Antoine d'Amécourt représente les intérêts des propriétaires de forêts. Le président de Fransilva prend la parole pour défendre les coupes rases qui font polémique. La société, il faut lui expliquer pourquoi on fait des coupes rases. Et ça, c'est de la communication. Donc ne partons pas du principe que la coupe rase, la société ne l'acceptera pas. Expliquons. Et il faut aussi qu'on arrive... Ici, Antoine d'Amécourt ne manque pas de soutien. Plusieurs sénateurs sont propriétaires de forêts, comme le président du Sénat, Gérard Larcher. M. Larcher, c'est un homme de terrain, il préside le Sénat, mais il est vétérinaire de formation, il est propriétaire forestier, donc il est adhérent à Fransilva, et c'est bien, donc il connaît le sujet de la forêt, puisqu'il est lui-même propriétaire forestier. C'est important d'avoir des interlocuteurs qui connaissent la forêt pour bien que sûr, c'est plus simple, en tout cas. dans tous les métiers. Dans tous les métiers, si vous parlez des interlocuteurs qui ne connaissent pas le sujet. Antoine d'Amécourt avait accepté de nous laisser filmer ses forêts et de répondre à toutes nos questions. Mais le président de Fransilva a changé d'avis. Il n'a plus jamais répondu à mes nombreuses sollicitations. À la lecture de ce document, on comprend mieux pourquoi. Il se méfie des journalistes. En témoignent ses recommandations aux membres de son syndicat. Nous vous incitons à la plus grande prudence si vous êtes contacté par un journaliste. Il suggère également des éléments de langage. Par exemple, si on vous dit « La coupe rase est à bannir », répondez « Non, c'est un mode de sylviculture parmi d'autres ». Le syndicat propose à ses adhérents d'éviter l'emploi trop fréquent de cette expression coupe rase et de privilégier les termes de coupe de renouvellement ou de récolte. Tu nous guides, Régis ? Cette rhétorique ne convaincra pas les militants écologistes du Morvan. Ils se sont donné rendez-vous à Paris, devant les bureaux de Fransilva, à 2 pas des Champs-Élysées. On vous attend là-haut, hein ? Ils sont venus interpeller Antoine d'Amécourt, le président de Fransilva, sur les dégâts des coupes rases. Bonjour, on a une petite livraison. Bonjour. C'est une carte postale pour Monsieur d'Amécourt. Voilà, on est l'association Canopée, collectif SOS Forêt, les habitants du Morvan. Attendez. Et on vient vous remettre une petite carte postale. Attendez. Ouais. Bon bah on va tourner un peu. Voilà. Donc est-ce que vous acceptez une invitation dans le Morvan? Aïe, vous allez me faire mal aux pieds. Ah, vous allez me faire mal aux pieds. Bonjour. Vous êtes qui? L'association Canopée. C'est un peu compliqué, vous comprenez, de débattre derrière une porte fermée comme ça. Alors si on pouvait rentrer, ou simplement... Prendre rendez-vous, au moins, ce serait bien, ouais. On est là pour ça, on vous invite à venir dans le Morvan, au mois de septembre, visiter avec nous les coupes rases. Votre réponse, c'est le silence. Ça en dit long. Voilà. On vous dit au revoir? Bon, à bientôt. Ouais? À bientôt, oui. J'ai le pied coincé quand même, faudrait ouvrir un petit peu la porte et après je vais sortir. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Hein. Au revoir. Allez. À ce jour, le syndicat des propriétaires privés n'a pas accepté l'invitation des militants dans le Morvan. À l'ombre des forêts, se livrent des batailles environnementales, mais économiques aussi. L'arbre qui attire toutes les convoitises peut atteindre l'âge de 500 ans. Il peut avoir une très grande valeur lorsqu'il est très ancien. Le chêne. Tristan Sus m'a donné rendez-vous dans une chênaie en Bourgogne. Il conseille des investisseurs dans la gestion de leurs forêts. Il est un grand connaisseur des vieux chênes et de leur valeur marchande. Dans un chêne, il y a différents produits. L'optimum en valeur dans un chêne, on appelle ça la bille de pied. C'est les 4-5 premiers mètres. C'est de l'ébénisterie, c'est la production de mérins pour faire des tonneaux. Et ça, c'est des bois qui valent 400, 500, 600 euros du mètre cube. Après, vous avez de la charpente. Donc le prix, là, est inférieur. Et ensuite, vous avez des traverses de chemin de fer, par exemple. Donc là, le prix est encore plus faible. Et après, vous avez toutes les branches qui restent. Là, c'est le bois de chauffage. Un arbre comme ça, il fait au moins 5 mètres cubes. 5 mètres cubes à 200 euros, il vaut 1000 euros. Si vous avez 50 arbres comme ça à l'hectare, 50 arbres à 1000 euros, ça fait 50 000 euros. Dans la région de Chalon-sur-Saône,
se trouve l'un des plus importants sites de transformation de chêne en France. L'usine fabrique des traverses de chemin de fer et du parquet vendu dans le monde entier. David Chavot est à la tête de l'entreprise. Ses affaires marchent bien. Mais beaucoup d'autres scieries françaises sont menacées. Elles n'ont plus les moyens d'acheter du bois brut. Cette matière première est devenue trop chère depuis l'arrivée sur le marché de nouveaux clients. Depuis 2010, c'est la Chine qui vient acheter en France. Et avec une demande et un besoin qui est sans commune mesure avec ce qui se passait jusqu'alors. Et ce besoin a créé un véritable déséquilibre dans notre filière, puisque c'est plus de 25% de la récolte de chêne du territoire français qui est finalement parti en Asie dans ces dernières années. Et ça a créé un manque important dans les scieries françaises. Le prix du chêne brut a été multiplié par 2. Difficile pour les Français de s'aligner. Pour comprendre l'appétit des Chinois, il faut remonter quelques années en arrière. Après avoir coupé la plupart de leurs forêts entre les années 50 et 70, aujourd'hui, ils plantent. La population, l'armée et même le président se mobilisent pour reverdir le pays. Pendant que leurs arbres poussent, les Chinois vont chercher du bois ailleurs. Ces dernières années, en France, les exportations de bois vers la Chine se sont accélérées. Elles ont été multipliées par 5 en 12 ans. Dans la région Île-de-France, tout près de la commune de Corbeil-Essonnes, un énorme vacarme perturbe la tranquillité des promeneurs. Des chênes sont chargés dans d'énormes containers. À la manœuvre, Jérôme Vacandard, exploitant forestier. Il a acheté 416 tonnes de troncs d'arbres, des grumes. De quoi remplir 16 containers. Il revend cette matière première en Europe et en Asie. À ses côtés, sa cliente. Elle souhaite rester anonyme. Elle surveille de près le chargement qui rejoindra le port du Havre, puis celui de Shanghai. Jérôme Vacandard affirme qu'il envoie surtout vers l'Asie des bois de second choix. L'atout de la Chine, c'est de pouvoir envoyer tous les bois tordus, les mauvais bois. Et bon, il leur faut aussi un peu de belle qualité, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas envoyer que des mauvais bois. Ça, c'est une certitude. Donc vous envoyez un mélange entre... Un mélange, mais il n'y a pas de très beaux bois. Toutes les billes de pied, tous les beaux bois, ils sont conservés ici. Les Chinois achèteraient-ils donc du bois peu prisé en France? Ce n'est pas l'impression que va nous donner l'acheteuse. Hein? Il est si moche, on met pas. Non, il met à côté, on met pas. Ce chêne ne fera pas le voyage. D'autres de meilleure qualité partiront pour la Chine. À Chalon-sur-Saône, nous retournons voir le patron de la scierie. Je lui montre des photos prises lors du chargement des containers. Que pense-t-il de la qualité de ces chênes? Ça, c'est des bois qui sont parfaits pour fabriquer de la traverse, par exemple. Je les achète tout de suite, ces bois-là. Je vous montre les mêmes sur ma plateforme. Je vous en montre qui sont moins bien que ça chez moi. Hein? C'est précisément le type de bois qu'on est capable de transformer pour fabriquer du parquet dans les qualités les plus belles de ce que je vois là. C'est difficile de juger sur photo. C'est précisément le bois que vous trouvez sur mon parc agrumes. Il n'y a pas de différence. David Chavot voudrait que les chênes bruts ne soient plus vendus en dehors de l'Union européenne. Ce n'est pas du tout l'avis des propriétaires privés. En Indre-et-Loire, dans la forêt d'Amboise.
Gilles de Boncourt est à la tête de la plus grande coopérative de chênes en Europe. Ce sont des chênes qui viennent de différents crus de la forêt d'Amboise. Avec ses collaborateurs, il inspecte les bois coupés récemment. On fait en sorte que le défaut soit au-dessus, pour être visible. Gilles de Boncourt se réjouit de la montée du cours du chêne. Heureusement, en 4 ans, le prix du chêne a plus ou moins doublé et ça a permis de redonner de la rentabilité à ces forêts de chêne qui n'en avaient plus et ça nous permet de réinvestir. Parce que sinon, on arrivait à un moment donné où les investissements coûtaient plus cher que le revenu. Ce qui est très important, c'est que les belles qualités restent bien en Europe et restent bien en France en particulier. Donc on a tout intérêt à vendre localement à chaque fois qu'on le peut, mais parfois on ne peut pas. Comme Gilles de Boncourt, les propriétaires privés veulent continuer à vendre leur bois au plus offrant, sans contrainte. Au Sénat, Anne-Catherine Loisier est présidente de la commission en charge des forêts. Elle est elle-même gestionnaire et copropriétaire de forêts. Elle reconnaît qu'il est difficile de freiner le commerce lucratif des chênes avec la Chine. Bien, Madame la Présidente, chère Anne-Catherine Loisier, je voudrais saluer. Si le propriétaire se rend compte qu'il va être mieux payé quand il vend en Chine que quand il vend, il va avoir un calcul économique. Et à ce jour, les dispositions légales existantes, on ne peut pas l'empêcher. Et comme les prix n'ont cessé de grimper, en 2015, pour limiter les exportations de bois brut vers la Chine, l'État a eu une idée. Pour les chênes de la forêt publique, il a créé un label. Un arbre labellisé doit être transformé obligatoirement une première fois sur le sol européen. Ce n'est qu'ensuite qu'il peut être exporté. À Lons-le-Saunier, dans le Jura, une vente de chênes est organisée par l'Office national des forêts. 60 F4. David Chavot est venu repérer des lots de bois qu'il voudrait acheter aux enchères l'après-midi. Combien? 65. 65. M2, A2, F4. M2. Il s'agit de chênes labellisés. B6. Ils ne peuvent donc pas être vendus bruts en dehors de l'Europe. La plupart des lots de bois en forêt publique sont réservés à la vente à des transformateurs nationaux. En revanche, pour la forêt privée, on n'a à ce jour aucun outil de protection face à l'exportation de grumes vers les pays étrangers et principalement le bassin asiatique. La vente aux enchères va commencer. David Chavot espère acquérir les chênes qu'il a estimés le matin même. Chaque année, une centaine de ventes de ce type sont organisées par l'ONF. C'est une des missions de cet organisme qui gère la forêt publique française. Merci de votre présence. Nous allons commencer dans l'ordre du catalogue. Parmi les acheteurs, des représentants de scieries, des exploitants, des fabricants de tonneaux. Ils sont une cinquantaine à se disputer les 128 lots. C'est le plus offrant qui l'emporte. Pour le prochain lot, David Chavot propose 12 050 €. L'article 59 est vendu à la société Margaritelli, 12 050 €. On a acheté un très beau lot de bois, oui, absolument, on est content. Ouais. Et on est dans le cours de la vente. On n'est pas toujours premier, évidemment, c'est le principe qu'on est très content. Article 60, forêt domaniale de Planoise. Le chef d'entreprise vient d'acheter suffisamment de bois pour faire tourner sa scierie pendant 2 semaines. Depuis la création du label de l'ONF, il n'a plus de concurrents asiatiques pour les ventes de la forêt publique. Officiellement. Au cours de mon enquête, je découvre que certains contournent la loi. Quelque part en France, Paul dirige une petite scierie. Il ne respecte pas les contraintes imposées par le label de l'Office national des forêts. Au lieu de transformer le chêne de la forêt publique en Europe, il le vend directement à des acheteurs chinois.
Je trouve dans mon réseau des hommes de paille, je ne sais pas comment on appelle ça, qui vont accepter de créer une société dans laquelle je n'apparais pas. Et voilà, et ensuite, par des jeux d'écriture entre plusieurs fournisseurs, on arrive à dissimuler la matière qui a été achetée, mais à la faire partir sans problème. Où ça ? Sur l'Asie. Grâce à cette combine, Paul envoie 70% de ses achats en Asie. Voilà, si je n'utilise pas ces pratiques, je vais faire un résultat comptable de l'ordre de 30 000 € annuels. Et là, j'ai facilement 150 000 € de revenus de bénéfices sur les sociétés. À ce jour, Paul n'a jamais été pris la main dans le sac. L'ONF a connaissance de ces fraudes, mais n'a aucun pouvoir de contrôle. Cet agent a été témoin de nombreux trafics. On constate, nous, sur le terrain, concrètement, qu'il y a des bois labellisés qui peuvent partir. On va voir les camions arriver sur le dépôt et d'autres camions repartir sous la forme d'un container, mais on va le voir. Qui peuvent partir où ? En Asie, par exemple. Est-ce que les responsables politiques sont alertés de ce problème-là ? Le problème, il est remonté, clairement. Mais il n'y a pas de volonté politique d'aller à l'encontre, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait se mettre à l'encontre de la sphère industrielle. Il n'y a pas de volonté politique de se mettre à l'encontre de cette sphère aujourd'hui. Voilà plusieurs semaines que je cherche à interviewer le ministre de l'Agriculture en charge de la forêt. Sans réponse de son service de communication, je vais donc à sa rencontre. Ce soir-là, Julien de Normandie participe à un débat public. Il connaît bien le sujet, il a travaillé sur la labellisation des chênes de la forêt publique. Certaines industries labellisées par un jeu d'écriture envoient du bois en Asie labellisé qui provient de la forêt publique. C'est quelque chose que j'ai découvert au fil de mon enquête. Est-ce que vous êtes au courant ? En tout cas, le dossier ne m'est pas remonté. Donc je vais garder votre enquête avec précision et je regarderai. Est-ce que vous comptez renforcer les contrôles justement pour éviter ce genre de situation ? Je vais regarder avec grand intérêt ce que vous avez montré et puis j'en tirerai les conséquences. L'information ne serait donc pas remontée jusqu'au ministre. Quant à élargir le label à la forêt privée, il ne ferme pas la porte. Si la loi n'est pas respectée, non, il ne faut pas que ça concerne que la forêt publique qui représente qu'une part importante, mais pas la totalité du massif forestier français. Donc oui, moi, ma volonté, c'est d'aller plus loin sur le sujet de manière très claire. À en croire le ministre, l'avenir des propriétaires privés pourrait connaître quelques changements. Un tiers de la forêt française se trouve à 7000 km des frontières de l'Hexagone. De l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Sud, le département de la Guyane. Il est recouvert à 96% de forêt. L'Amazonie française s'étend sur 8 millions d'hectares. C'est la plus grande de l'Union européenne. En août 2019, alors que la forêt brésilienne est en feu, Emmanuel Macron veut faire de la Guyane un exemple. L'Amazonie, c'est notre bien commun. Nous sommes tous concernés. La France l'est sans doute encore plus que d'autres, puisque nous sommes amazoniens. La Guyane est en Amazonie. Elle est un trésor pour notre climat, grâce à l'oxygène qu'elle émet et grâce au carbone qu'elle capture. Au-delà des discours, comment l'État prend-il soin de l'Amazonie française ? En Guyane, pour avoir un bon point de vue sur la forêt, il faut prendre de la hauteur. Thomas Saunier travaille au milieu des arbres depuis plus de 20 ans. Il est guide touristique. Dès qu'on va rentrer un petit peu dans les terres, peu importe ce qu'on va y faire, un barrage, une mine, une habitation, on va être obligé de déboiser de la forêt primaire. Donc tout de suite, ça a un impact environnemental. Alors bien sûr qu'à l'échelle de la Guyane, en fonction de la surface qui va être impactée, 70%
À 40 km, à vol d'oiseau de Cayenne, je découvre les premiers dégâts causés par l'exploration minière. La forêt est grignotée par endroits. Des milliers d'hectares sont mis à nu pour libérer l'or de ces sols. Un peu plus loin, des installations minières encore en activité ont créé d'énormes trous béants. Cette déforestation n'a rien d'illégal. Elle est autorisée par l'État, propriétaire de l'Amazonie française. La plupart des sites miniers se situent au nord de la Guyane. En 1990, 326 hectares de forêt sont détruits par les mines d'or. 30 ans plus tard, ce sont 27 000 hectares, presque 100 fois plus. Chaque année, de nouvelles demandes d'exploitation font planer le risque d'une déforestation bien plus importante. Tout a commencé avec des PME familiales. Une d'entre elles se situe dans la région de Saoul, en plein cœur de la forêt amazonienne. Pierre Ray exploite cette mine d'or depuis 20 ans. Cette figure locale est l'un des rares exploitants à accepter de m'ouvrir ses portes. Ok. Ma fille est née. Ok, à plus les gars. Impossible de visiter la mine à pied. Je découvre le site à bord de son quad. Sa concession s'étend sur 100 km². Ici, pour extraire l'or, le procédé est simple. La terre est arrachée du sol, elle est concassée, puis passée sous une eau sous pression. Le métal jaune est recueilli par décantation. Le reste est ensuite rejeté dans ces bassins. Pour exploiter l'or, la forêt est rasée kilomètre par kilomètre, mais pour le propriétaire de la mine, on ne peut pas parler de déforestation. Madame, pour moi, ça c'est pas déforesté, ça c'est nettoyé pour moi. Parce que j'ai des hommes qui travaillent, il faut que les alentours de là où on travaille soient un minimum propres, de façon à ce que des gens ne puissent pas se mettre en embuscade pour porter préjudice à mes employés. Ah, c'est pour protéger les employés. C'est pas que pour protéger, c'est pour... Et quand vous êtes un endroit, madame, nous, on nettoie autour de chez nous. C'est comme ça, c'est traditionnel. En Guyane, l'État oblige les miniers à reboiser après exploitation, mais seulement à hauteur de 25 à 30% de la superficie de la forêt détruite. Mais cette obligation peu contraignante n'est pas toujours respectée. À une demi-heure de vol de Cayenne, Thomas Saunier, le militant, nous emmène sur un site fermé il y a presque un an. Sur place, nous découvrons des centaines d'arbres couchés à terre sur une superficie d'1 km². C'était un bel arbre, fut un temps, quand il était debout. Sans l'ombre des arbres, la chaleur est étouffante. Tout ça, ce sont des arbres adultes. C'est des arbres qui avaient plusieurs siècles, c'est sûr. Donc là, on a coupé des mastodontes de la forêt. Hein. Ça fait un petit peu en exposition macabre de la forêt, quoi. Ça va repousser, mais ça va pas pousser comme avant. Tu reviens dans 50 ans, il y aura sûrement, il faut espérer qu'il y aura peut-être un couvert végétal, mais on verra clairement la différence entre ce type de forêt et ce qu'il y a ici. Ici, c'est possible qu'il y ait une espèce de cambrouse, une végétation très basse, très dense, des herbes, des machins, mais la biodiversité, elle est perdue, là. Ici, elle est perdue, clairement. L'activité minière n'a pas seulement détruit la forêt. Elle a laissé derrière elle d'autres traces de son passage. Quand je vois des morceaux de plastique qui traînent, des morceaux de bâche, à moitié éventrés, là on a des gaines en plastique. Mais ça, c'est choquant. Enfin, je veux dire, on ne peut pas accepter qu'en pleine forêt primaire, avant leur passage,
que ça s'arrête. Oui, ça. Tout ça, c'est de la bâche. Je suis désolé, c'est pas acceptable. On a des bottes. Des bottes avec une petite production de moustiques. Un petit peu de palu, un petit peu de dingue si vous voulez. Ça va avec la mine. Là, on a du plastique. Du plastique. De l'huile. La forêt primaire vous remercie. Ça doit pas être ça, le modèle. Le modèle, c'est pas mettre 1 km de forêt primaire par terre pour générer 1,8 million de chiffre d'affaires. C'est les chiffres de l'artisan minier. Hein. 1,8 million. Est-ce que ça vaut 1,8 million? Profitant de notre présence, le défenseur de la forêt a organisé la visite d'une personnalité locale. Ouais, on a la visite du maire. Pas tous les jours. Hein. Le maire de Kourou s'était fortement opposé à la plantation de la mine. Donc il suit le dossier. Monsieur le maire, à quoi? François Ringuet découvre le site pour la première fois. Donc on a l'envoi à la serre. Là c'est du stockage de terre sûrement. Voilà. Là c'est de la terre végétale. Donc ils ont récupéré de la terre végétale pour... Bon, on le découvre ensemble. Hein. Donc là il y a tout un tas de petits sacs chargés de cette terre végétale. Et ils préparent des jeunes plants. Ces plants auraient dû servir à la revégétalisation du site. Ils semblent avoir été abandonnés. Et ce qui est le plus dur, c'est de voir que, je prends des exemples comme là à côté, là, ils ont commencé le boulot, ils auraient pu tout simplement replanter les arbres qui sont là. C'est tellement simple. Et ils l'ont pas fait. Pourquoi? Je pense qu'à un moment donné, il y a certainement des contrôles par les services de l'État. Donc ils montrent la pépinière et puis après, par la suite, quand les services partent, ben, ils laissent tomber. Hein. C'est dommage. La société minière prétend avoir déjà fait 80% du travail de revégétalisation et promet de revenir pour finir ses plantations. Mais ce n'est pas le seul problème. L'exploitation a attiré des garimperos, des chercheurs d'or illégaux. J'arrive pas à voir si elle est chargée ou pas, l'eau. Souvent installés près des mines, ils profitent du filon. Le maire a demandé un survol en drone autour du site pour les repérer. À 2 km à peine, voici ce qu'il découvre. Ça, c'est de la flotte, ça. Ouais. Des arbres abattus, des cours d'eau pollués témoignent de la présence de plusieurs campements illégaux. On a vu 2 camps qui sont vides. Il n'y a pas d'activité, mais on a vu que l'eau était assez attaquée. Trouble. Ouais. Je pense qu'il y a quand même des activités, un peu d'activité ou... Bah, ça a l'air assez frais comme truc. Ouais. À partir du moment que les gens sont au courant que le filon d'or il était ici, peut-être que pour une entreprise, il n'y a plus d'intérêt de rester puisqu'ils ont fait du chiffre. Bien peut-être que les autorisations sont terminées, mais pour un orpailleur clandestin, oui. À partir du moment que tu sais que le site c'est ici, tu restes là. Hein. Ils iront pas ailleurs. Hein. Les clandestins ne se cachent même pas. Thomas Saunier en repère un à la lisière de la forêt. Tu parles français? Non. Ah! Tu parles anglais? Non plus. Je parle portugais. L'homme vient du Brésil. Où est-ce que tu es? Il travaille sur un campement clandestin à proximité. Tu travailles là-bas? 13 heures. Ouais, à 3 heures. 3 heures? Non. 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 Tu travailles là, on a vu. Ah ouais. Miedo militares. Non, j'ai pas peur. Pourquoi j'aurais peur de la police? Pourquoi je m'enfuirais? On n'est pas des assassins, on risque rien. Ouais, en fait, ils risquent rien, quoi. Au pire de se faire saisir le matériel, puis ils sont même pas reconduits à la frontière, parce que ça serait trop coûteux de faire venir des hélicos, rapatrier tout le monde, etc. Donc ils sont là. Ok, dommage. Les mines d'or illégales sont responsables de la moitié de la déforestation. Plus intrigant, cette mine, où nous avons atterri, n'aurait jamais dû être autorisée. Dans le rapport d'instruction remis au préfet,
l'Office national des forêts avait donné un avis défavorable au projet, comme le montre ce document. Il faut l'accord du propriétaire. C'est l'ONF pour le compte de l'État. Donc il faut l'accord de l'ONF. C'est la première condition pour que le dossier puisse être présenté en commission des mines. C'est le gestionnaire. Avis défavorable de l'ONF, c'est fini normalement. Avis défavorable de l'ONF, et pourtant c'est passé en force. Alors que pour l'ONF, la mine représente un danger pour l'eau potable, le préfet autorise le projet. Plusieurs associations attaquent la décision en justice. 2 ans plus tard, le tribunal administratif déclare la mine illégale. Mais il est trop tard. Quand le jugement est tombé, l'activité était finie. L'activité d'extraction. Mais l'opérateur est parti avec son or. Ben parce que pendant le temps qu'il a exploité, il avait une autorisation de la préfecture. Pour lui, il était dans les clous. C'est le préfet qui n'était pas dans les clous. C'est la France qui n'était pas dans les clous. Ces 100 hectares de forêt primaire n'auraient jamais dû être détruits. Pourquoi la préfecture n'a-t-elle pas tenu compte de l'avis de l'ONF? Je retourne à Cayenne pour rencontrer le préfet qui a donné l'autorisation d'exploiter cette mine en 2018. Il n'est plus en poste. Le nouveau préfet a accepté de me rencontrer. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? Merci. Ça va. Merci de nous recevoir. Je vous en prie, entrez. Rendez-vous pour un test. Le haut fonctionnaire reconnaît que l'État a fait une erreur. On est le département le plus testé, enfin. Nous sommes dans un état de droit. Donc c'est assez réconfortant d'être dans un état de droit. C'est que l'État prend une décision, une personne ayant intérêt à agir saisit le tribunal administratif qui, Dieu merci, ne donne pas forcément raison à l'État. Cette jurisprudence, car c'est une jurisprudence du tribunal administratif de Cayenne, est une jurisprudence intéressante dont nous tiendrons le plus grand compte dans l'étude des dossiers futurs. À l'avenir, le préfet promet de faire preuve de plus de vigilance. Mais pour les projets de grande ampleur, les décisions se prennent à Paris, loin de la préfecture de Guyane. En 2017, 2 multinationales sont sur les rangs pour un projet gigantesque, la Montagne d'Or. Comme on le voit sur ces images de synthèse, il faudrait creuser une fosse gigantesque de 120 mètres de profondeur au milieu de 1500 hectares de forêt primaire rasée. Mais face à la mobilisation citoyenne, le 29 mai 2019, l'État annonce l'arrêt du projet. Le Conseil de défense écologique a décidé de constater l'incompatibilité du projet actuel minier Montagne d'Or avec les exigences de protection environnement. Cette décision marque-t-elle l'arrêt de mort des grands projets industriels dans la forêt guyanaise? Pas si sûr. Il y a quelques mois, une des plus grandes entreprises de la Guyane, la compagnie minière Espérance, associée au numéro 1 américain Newmont, dépose un projet d'extension de cette mine déjà en activité. Si le projet est validé par l'État, sa superficie devrait atteindre 151 km². Manouchka Ponce est une militante écologiste. Elle s'est battue contre la Montagne d'Or. Pour elle, cette nouvelle demande de permis est une provocation. Un an avant, on nous dit le projet Montagne d'Or ne se fera pas en l'état parce qu'il ne répond pas aux exigences environnementales. Et puis un an après, on a sur la table un nouveau projet industriel d'une multinationale avec extraction avec du cyanure, ce qui est très impactant pour les milieux, etc. etc. C'est l'histoire qui recommence, quoi. À la tête de ce nouveau projet, la présidente de la Fédération des opérateurs miniers, Carole Ostorero, une des femmes d'affaires les plus puissantes de Guyane. Mais ce 24 septembre, elle a d'autres préoccupations. Une de ses compagnies, Goldor, est poursuivie en justice pour pollution environnementale.
La chef d'entreprise s'entretient avec son avocat avant l'audience. À l'origine des accusations, l'Office national des forêts. Voici une des photos prises sur place par ses agents. Dans cette rouée dans la forêt, la mine aurait rejeté ses déchets dans une rivière. Les prélèvements de l'ONF ont révélé des taux de pollution très élevés. On est sur un niveau de pollution qui est historique. Je rappelle, c'est 4800 fois la norme autorisée. On est à 18 000 mg par litre de matière en suspension dans l'eau, alors que la limite qui a été fixée par l'arrêté préfectoral est de 35. Le milieu est totalement détruit sur plusieurs kilomètres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule vie aquatique, plus une seule plante. C'est une destruction totale du milieu naturel. L'audience va durer 5 heures. Carole Ostorero conteste les analyses de l'ONF. Le parquet requiert une peine de 80 000 € d'amende, dont 40 000 € avec sursis contre sa société. Le jugement sera rendu le 4 décembre. À la fin de l'audience, nous tentons d'interroger la chef d'entreprise. Non, c'est mon avocat qui répond à vos questions. Il est là pour ça et c'est avec plaisir qu'il va le faire. Selon l'avocat, l'enquête de l'ONF n'est pas fiable. Moi, je prétends et j'affirme toujours qu'il n'y a pas eu de pollution dans le cadre de Goldor, puisque réglementairement, rien n'a été fait dans les règles. Voilà. Donc, il n'y a pas de pollution, donc il n'y a pas de débat sur ce sujet. Cette affaire judiciaire va-t-elle empêcher la femme d'affaires de mener à bien son ambitieux projet de mine d'or industrielle? Le préfet, qui doit donner son avis, tiendra-t-il compte de cette procédure judiciaire? Je lui ai posé la question. D'abord, moi je ne suis pas le parquet du procureur de la République. Moi, je respecte les procédures administratives. Et pour l'instant, au moment où on se parle, le résultat de l'instruction de ce dossier, le résultat n'est pas définitif. Et le préfet ne se montre pas plus loquace sur son avis. Mais l'avis que j'ai pu donner est un avis écrit qui est remonté à Paris et ça n'est pas un avis qui est public. Vous ne savez pas, vous ne savez pas quel a été mon avis. Donc je ne vous le dirai pas et c'est un avis qui est équilibré. Ce n'est pas en Guyane, mais à Paris, au ministère de l'Économie et au ministère de l'Écologie que le dossier sera tranché. Il faudra encore attendre plusieurs années pour savoir qui des intérêts économiques ou de la forêt l'emportera.